Le 30 mai 1995, à Saint-Andéol-le-Château dans le Rhône, les corps des 4 membres d'une même famille sont retrouvés dans une maison en flammes. 4 cadavres dans cette maison incendiée. Le médecin découvrira des douilles sous les cadavres. Donc, qui dit douille dit forcément usage d'une arme à feu. Déjà, l'incendie en lui-même et le fait que ces 4 personnes soient décédées, c'était déjà une tragédie. À prendre en plus qu'elles ont été tuées, ça rajoute au drame évidemment, puis ça rajoute à la psychose aussi. Les gendarmes en ont la conviction. Le meurtrier ne peut être qu'un proche de cette famille sans histoire. Après, il reste à connaître le mobile. Quel est le but, quelle est la motivation qui permet à l'assassin de vouloir tuer ces 4 personnes? Nuit et jour, les enquêteurs de la section de recherche de Lyon vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. Il est très important d'aller très vite, de mettre le paquet pour essayer d'arriver à un résultat assez rapidement. Pour résoudre les meurtres des membres de la famille Bébien, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Mardi 30 mai 1995 à la section de recherche de Lyon dans le Rhône. À 19h, les gendarmes sont appelés en renfort pour intervenir à 30 km de là, à Saint-Andéol-le-Château, où une maison est en proie aux flammes. Il y aurait plusieurs victimes. Les pompiers sont intervenus, les enquêteurs locaux également, et ils ont découvert 4 personnes décédées. Victimes potentiellement d'un incendie, peut-être plus, donc les investigations sont lancées pour recherche au départ des causes de la mort. C'est ce qui a déclenché notre intervention. Une équipe de 5 gendarmes prend immédiatement la route. Ils arrivent sur les lieux aux alentours de 20h15. Parmi eux, l'adjudant-chef Charles Chavant. À notre arrivée sur les lieux, le feu était déjà maîtrisé par les pompiers. Toute la partie centrale de la maison avait brûlé. Beaucoup de débris, beaucoup de fumée qui restait encore. Nous, enquêteurs, on se maintient à l'extérieur en train d'essayer de recueillir les premiers renseignements, savoir qui étaient les occupants de la maison. Les enquêteurs apprennent rapidement que cette maison appartient à la famille Bébien. Il y a 4 personnes qui y vivent, les 2 parents et leurs 2 plus jeunes enfants. Mais pour l'heure, impossible de savoir qui était dans la maison au moment où l'incendie s'est déclaré, ni s'il y a des rescapés. Au même instant, au siège du journal Le Progrès à Lyon, le journaliste François Pellouaille apprend qu'il s'est passé quelque chose de grave à Saint-Andéol-le-Château. Je suis de fait divers de nuit, c'est-à-dire que je prends mon service à 19h et j'apprends par les pompiers en les appelant comme on fait régulièrement pour faire un point, qu'il y a un gros incendie donc à Saint-Andéol-le-Château. Donc immédiatement avec un photographe, on part sur place. Les gendarmes sont là, la maison incendiée est totalement éventrée, il y a des débris partout. Et voilà, le feu est éteint, mais on voit la violence de ce qui s'est passé avant. C'est alors que la fille aînée des Bébiens, Samantha, arrive sur les lieux. Cette jeune femme a quitté le domicile familial depuis son mariage. Prévenue par une amie, la mère de famille est bouleversée face à la maison de son enfance, ravagée par les flammes. Et surtout, où sont ses parents, son frère, sa sœur? Samantha, donc la fille aînée du couple, arrive comme une folle, morte d'inquiétude. C'est terrible parce que elle voit la voiture de son père et la voiture de son frère garées devant le pavillon. Ça lui laisse sans doute peu de doute sur le fait que au moins son père et son frère sont à l'intérieur. Il était effondré, comme on peut l'être dans une pareille situation. Que s'est-il passé dans ce quartier pavillonnaire de Saint-Andéol-le-Château? Comment cet incendie a-t-il été déclenché? Les gendarmes le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la section de recherche de Lyon, le compte à rebours est lancé. Mardi 30 mai 1995, jour 1, première heure d'enquête. Aux alentours de 22h45, les enquêteurs de la SR de Lyon sont enfin autorisés à accéder aux décombres dans des conditions particulièrement difficiles. Ils sont accompagnés par un médecin légiste. C'est le début de l'enquête. Il y avait de la fumée, beaucoup de gravats, beaucoup de gravats. Il y a une odeur particulière d'hydrocarbures.
Donc c'est là qu'on a découvert dans l'entrée une jeune fille tuée d'une balle a priori. On a même retrouvé une douille sous son corps. Il y a effectivement la présence de cette douille sous le cadavre. Donc, qui dit douille dit forcément usage d'une arme à feu. Et c'est là que la saisine de la brigade de recherche départementale prend tout son sens. Mais le nombre de victimes ne s'arrête pas là. Puis un second corps pas très loin, et puis un troisième corps plutôt dans ce qui ressemblerait à une chambre, et un quatrième corps dans une autre chambre. On arrive à une histoire qui est dramatique. Bien que les corps soient difficilement identifiables, sur place, tout le monde pense qu'il s'agit des 4 membres de la famille Bébien. 4 personnes d'une même famille, un couple et leurs 2 enfants. Vincent Bébien, qui est le père de famille, son épouse Odette, et leurs 2 enfants, Aline et Vincent, qui s'appellent comme son père. Après une heure d'investigation nocturne, dans les ruines de la maison, les gendarmes décident de suspendre leurs recherches. Elles reprendront dès le lendemain, avec la capitaine Evelyne Robert. À l'issue des constatations, les pompes funèbres transportent les 4 corps à l'Institut médico-légal de Lyon en vue des autopsies. La maison va être scellée dans le but de poursuivre des investigations et des constatations plus poussées le lendemain. Voyant les gendarmes quitter les lieux, François Pellouaille rentre écrire son article. Le photographe et moi repartons à la rédaction pour lui tirer ses photos, moi faire le papier. On en est effectivement à un bilan d'au moins 4 morts, sachant que les gravats ne sont pas encore tous dégagés. Jour 2, 4e heure d'enquête. Il est plus d'1 heure du matin et les gendarmes ont encore beaucoup à faire. Leur priorité est d'auditionner de toute urgence la seule personne encore en vie de la famille, Samantha Bruyas. Samantha est déjà le seul membre de la famille survivant. Elle fait partie des gens proches, donc il est important de l'entendre. La jeune femme de 25 ans est entendue dans les locaux de la gendarmerie de Givors. Elle est évidemment dévastée puisque toute sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur ont disparu. Elle le sait désormais. Bon, elle était dans un état, c'était pas facile, hein, vous imaginez bien. Elle nous explique les compositions de sa famille, ses rapports familiaux avec ses parents, son frère, sa sœur, son mari. C'est une famille unie qui vit dans ce pavillon depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est vrai que cette famille qui vivait un petit peu comme cela entre soi, eh bien, c'était la joie. Des fêtes de famille étaient organisées régulièrement. Malgré le choc, Samantha parvient à donner des éléments cruciaux pour la suite des investigations. Elle répond ce qu'elle peut, mais qui va servir aux gendarmes, effectivement, à avoir une chronologie très précise des arrivées successives de tous les membres de la famille dans la maison et de pouvoir commencer à imaginer un scénario. On sait rapidement, par exemple, que sa maman est infirmière à Givors, qu'elle travaille toujours de nuit et elle rentre aux alentours de 7 heures du matin, toujours un peu les mêmes habitudes. Son mari est encore là, elle boit le café de temps en temps avec lui avant d'aller se coucher. Puis, vers 8 heures, Vincent Bébien se rend lui-même à son travail. Généralement, il revient à midi et repart l'après-midi. C'est son emploi du temps classique. Le frère de Samantha, Vincent Salvador, travaille quant à lui à partir de 8 heures comme manutentionnaire dans un supermarché et rentre tous les jours pour le déjeuner aux alentours de 12h15. Aline, elle, qui était dans un lycée professionnel, elle devait rentrer vers 17h, 18h environ de son lycée. Voilà, à ce moment-là où on en est de l'emploi du temps des victimes. Une chose est sûre, Vincent le père et Vincent Salvador le fils ne sont pas retournés travailler après la pause déjeuner, ce qui signifie pour les enquêteurs qu'ils ont été tués dans ce laps de temps. Jour 2, 11e heure d'enquête. À 8 heures, ce mercredi matin, l'autopsie des corps découverts la veille commence à l'Institut médico-légal de Lyon. Les autopsies des 4 corps auront lieu rapidement parce qu'évidemment c'est un élément d'enquête essentiel. Alors l'intérêt de pratiquer une autopsie rapidement après un tel drame permet en fait de savoir si oui ou non on a des traces de balles à l'intérieur des corps, si on a des plaies de défense, s'il y a eu une bagarre avant. Enfin, tout ça amène à avoir des éléments vraiment concrets sur les circonstances des décès. Le médecin légiste commence par confirmer l'identité de chacune des victimes. Il s'agit bien d'Odette, Vincent
Vincent Salvador et Aline Bébien. Et tous ont été tués par arme à feu. Odette, donc, je rappelle qu'elle a été retrouvée dans son lit. On retrouvera 3 douilles de 22 longs rifles au pied de son lit. C'est-à-dire que la personne qui a tiré 3 coups au même endroit. Donc on suppose qu'elle dormait, effectivement. Vincent Bébien, dont le corps a été retrouvé dans la chambre d'amis, a également été abattu avec la même arme. Un fusil 22 longs rifles. On établit la présence de traces de défense sur le corps de Vincent Père, qui atteste qu'il y a eu probablement une bagarre avant qu'il soit tué. La troisième victime, Vincent Salvador, qui a été retrouvé dans sa chambre, a lui aussi été tué par la même arme. Les investigations et l'autopsie ont démontré qu'il avait reçu une balle au niveau de la tempe côté droit et une au niveau du front et une troisième au niveau du tronc qui a touché la colonne vertébrale. Pour finir, le légiste s'intéresse au corps d'Aline Bébien, 16 ans. L'autopsie démontrera qu'elle a reçu une balle à la tempe côté gauche. Visiblement, dès sa rentrée dans la maison par le ou les tueurs, on a dès lors le sentiment du côté des enquêteurs que celui ou ceux qui ont tué les membres de la famille Bébien ne voulaient donner aucune chance. Avec ces multiples impacts, clairement, c'était pour tuer et on n'est pas dans le cadre d'une volonté de faire peur. Bon, là, on est vraiment dans une affaire d'assassinat, un quadruple assassinat. Alors que les autopsies se terminent, à Saint-Andéol-le-Château, les constatations dans la maison reprennent. Le juge d'instruction chargé du dossier, Gilles Raguin, est sur place auprès des enquêteurs. Je me suis déplacé sur les lieux pour voir un peu la maison. On ne voit pas comment le feu aurait pu prendre dans cette maison-là. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Comment le feu avait pu prendre. Et surtout, de l'extérieur, c'était pas ravagé, mais l'intérieur était quasiment complètement détruit. Chaque recoin du domicile des Bébiens est fouillé par les experts de la gendarmerie. Toutes les cendres sont passées au tamis, méticuleusement. C'est alors que 3 jerrycans remplis d'essence sont retrouvés. On a découvert que l'auteur des faits, pour faire incendier la maison, avait utilisé des bidons d'essence. L'incendie a été mis pour effacer d'éventuels indices. Je suppose que l'auteur imaginait que le pavillon allait flamber complètement et que les cadavres auraient été carbonisés complètement et la maison serait écroulée et tout ça. L'heure tourne, mais les enquêteurs ne relâchent pas la pression. Il y a urgence, un meurtrier dans la nature. Jour 2, 22e heure d'enquête. À 19h, les experts terminent leurs investigations dans la maison des victimes. Il est temps de faire le point sur les éléments rassemblés. Et tout de suite, un premier scénario se dégage. Une chose est sûre pour les gendarmes, c'est qu'ils sont face à un scénario machiavélique. Les crimes ont été organisés avec sang-froid, avec détermination, ce qui signifie sans doute préméditation. Quand on analyse la chronologie des faits, il est sûr maintenant que l'assassin a attendu chacun des membres de sa famille à son arrivée dans la maison successivement. La première personne à avoir été tuée, c'est Odette Bébien, la personne abattue dans son sommeil. Que la deuxième personne qui a été abattue, c'est vraisemblablement le père de famille quand il est rentré pour déjeuner à midi. Que la troisième personne, c'est vraisemblablement le fils quand il est rentré également pour déjeuner. Après avoir abattu Odette, Vincent et Vincent Salvador, le meurtrier aurait attendu plusieurs heures avant l'arrivée de sa dernière proie, Aline. Aline son corps a été retrouvé dans l'entrée, juste derrière la porte d'entrée. Ce jour-là, Aline, elle quitte son lycée vers 17h. On estime qu'elle arrive chez elle vers 17h30 et on découvre son corps juste derrière la porte d'entrée. Ce qui signifie pour les enquêteurs que le tueur l'a attendue juste derrière la porte et que, à peine elle avait franchi cette porte, qu'il l'exécutait froidement.
Donc ce que les enquêteurs supposent, c'est que le ou les meurtriers ont passé en gros la journée dans la maison à abattre les membres de la famille un par un au fur et à mesure qu'ils rentraient, et que vraisemblablement pour effacer leurs traces, ils ont mis le feu à la maison en ayant eu le temps de partir avant. Voilà. En gros, le schéma que les enquêteurs peuvent se forger, c'est à peu près ça, quoi. Une certitude s'impose aux gendarmes lyonnais. Le meurtrier connaît parfaitement les habitudes de la famille Bébien. On sait maintenant qu'il était très proche de cette famille, car il savait que ce jour-là, il pourrait assassiner ces 4 personnes sans qu'elles soient au même moment au domicile. Il fallait connaître excessivement bien les emplois du temps des membres de cette famille. Ça peut être dans le voisinage très proche, des amis très proches, un autre membre de la famille très proche. Après, il reste à connaître le mobile. Quelle est la motivation qui permet à l'assassin de vouloir tuer ces 4 personnes? Jour 2, 23e heure d'enquête. À Saint-Andéol-le-Château, la nouvelle du quadruple meurtre se répand. Déjà, l'incendie en lui-même et le fait que ces 4 personnes soient décédées, c'était déjà une tragédie. À prendre en plus qu'elles ont été tuées, ça rajoute au drame évidemment, puis ça rajoute à la psychose aussi. Le village à ce moment-là est en ébullition complète. Nombreux journalistes arrivent sur place. Tout le monde va voir les voisins, essaye de connaître cette famille, de savoir qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, est-ce que les gens ont entendu, vu des choses. Parallèlement, les enquêteurs, on se concentre aussi sur le voisinage, les auditions des voisins, tout ce qu'ils ont pu voir pour déterminer à quel moment l'incendie a commencé, si des témoins ont vu des gens extérieurs venir dans cette maison. Plusieurs témoignages concordants vont alors mettre les gendarmes sur une piste. Le jour des faits, différents voisins de la famille Bébien ont aperçu un jeune homme qui aurait longuement patienté devant le pavillon. Et évidemment, le voisinage, qui est proche de la famille Bébien, va remarquer quelque chose d'un peu curieux. Ce garçon qui, à plusieurs reprises, se rend au domicile des Bébiens. Un jeune homme qui fait les 100 pas devant la maison pendant un long moment. Forcément, ça interroge. À partir de là, les enquêteurs doivent tout mettre en place pour l'identifier et le retrouver. La journée est donc loin d'être terminée pour les enquêteurs qui se lancent immédiatement sur la piste ouverte par l'enquête de voisinage. Le temps presse. Ils doivent à tout prix identifier ce jeune homme aperçu devant le domicile des Bébiens. Jour 2, 25e heure d'enquête. Afin de déterminer l'identité de l'inconnu, les gendarmes décident de procéder à de nouvelles auditions dans le cercle proche de la famille Bébien. Au même titre que nous avons entendu, à titre de témoin, Samantha, donc la fille des époux Bébien, nous avons entendu son mari, Éric Bruyas, qui est artisan. À 22h, Éric Bruyas, 31 ans, est entendu pour la première fois. Il revient sur ses relations avec les victimes. Il était intégré complètement dans cette famille. Pour eux, c'était le gendre parfait, travailleur, qui avait sa petite entreprise. Une entreprise créée par Bruyas qui vivote, plus ou moins, avec des pics de contrat et puis des phases critiques, mais à l'évidence, une famille unie, heureuse et remplie de bonheur. Les enquêteurs le savent, dans une enquête criminelle, aucune piste ne peut être écartée. Ils demandent donc à Éric Bruyas, artisan chaudronnier, de revenir sur son emploi du temps le jour des faits. Ce jour-là, il va expliquer qu'il est parti plus tôt qu'il ne le fait d'habitude du domicile conjugal pour se rendre à son atelier. Il est à peu près 5h30 du matin. Qu'après être resté peu ou prou 1 heure au sein de son atelier, Il est allé au Stop Bar. C'est un bar qu'il a l'habitude d'aller. Et par hasard, il a rencontré sa belle-mère qui rentrait de son travail avec une de ses collègues. Et il lui a fait signe par geste en disant qu'il allait boire le café avec elle, ce qui lui arrive assez régulièrement. Elle est arrivée, ils ont bu le café ensemble, après il est reparti à son travail. Éric Bruyas explique qu'il n'a rien constaté d'anormal, ni dans le comportement d'Odette Bébien, ni dans le quartier pavillonnaire. En parallèle, dans le bureau voisin, Samantha répond à la même question. Qu'avez-vous fait le 30 mai dernier ? Elle répète son emploi du temps qui est carré. Elle a emmené ses enfants à l'école le matin, elle les a récupérés avant midi, elle a déjeuné avec eux, les a ramenés à l'école. Elle a été vue dans une boutique parce qu'elle préparait l'anniversaire d'un de ses enfants qui avait lieu quelques jours après. Donc c'est établi, Samantha
a un alibi, mais cette audition, elle est quand même intéressante pour les enquêteurs parce que Samantha va leur livrer un élément, une véritable piste, en fait, pour eux qu'ils vont s'empresser de suivre. Selon Samantha, le jour des meurtres, Vincent Salvador avait donné rendez-vous chez lui, à l'un de ses amis, un dénommé Christophe. Donc le jour des meurtres, Vincent Salvador avait donné rendez-vous à Christophe à 13h30. Tous les deux devaient aller au dernier match de la saison de l'Olympique lyonnais, ce qui forcément pour ces fans de l'OL était une occasion à ne pas rater. Alors ce Christophe est-il justement le jeune homme aperçu par les voisins faisant les 100 pas devant la maison des Bébiens? Ce jeune homme de 19 ans, qui vit à quelques centaines de mètres du domicile des Bébiens, est maintenant dans le collimateur des gendarmes. Effectivement, on considère toujours que l'assassin est quelqu'un de très proche de la famille et on a su rapidement que Christophe avait rendez-vous ce jour-là avec Vincent Salvador pour aller suivre un match de foot. Donc il fait partie des gens à entendre, à auditionner dans le cadre de cette affaire. Pour les gendarmes, Christophe est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est très proche de cette famille. Il va régulièrement chez eux pour déjeuner, pour dîner. Donc les gendarmes considèrent que ça peut être quelqu'un qui peut leur apporter aussi un éclairage sur l'intimité de cette famille, sur des discussions qui ont pu avoir lieu et qui pourraient éventuellement apporter un éclairage pour leur enquête. En accord avec le juge d'instruction, la décision est prise de placer Christophe en garde à vue dès le lendemain matin. Jeudi 1er juin 1995, jour 3, 35e heure d'enquête. 8 heures à Saint-Andéol-le-Château. Après 2 jours d'enquête, les gendarmes peuvent interpeller leur suspect. Alors qu'il est en reportage à Saint-Andéol-le-Château, le journaliste François Pellouaille assiste à l'arrestation du jeune homme. On le voit partir le matin, la voiture de gendarmerie vient le chercher, il y a 3 gendarmes qui entrent chez lui, ils ressortent avec lui. Il n'est pas menotté, mais bon, il est embarqué dans la voiture de gendarmerie. Il est 9h30 quand débute l'audition de Christophe. Première question, que faisiez-vous devant le domicile des Bébiens, l'après-midi du 30 mai 1995 ? Christophe avait ce rendez-vous pour aller au match et il avait convenu avec Vincent de se retrouver avant dans l'après-midi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il vient, il tape à la porte. Mais Vincent ne lui ouvrira jamais la porte. Il fait les 100 pas, il attend et du coup il s'inquiète parce qu'il voit bien que la voiture de son copain et la voiture du père sont devant la porte et il comprend pas pourquoi ça répond pas à l'intérieur. Il rentrera chez lui finalement et voilà, c'est ce qu'il va décrire aux enquêteurs. Et du coup, sa présence qui aurait pu paraître suspecte parce que c'est la seule personne étrangère à la famille qui a été vue devant le pavillon le jour du drame, s'avère tout à fait établi, clair et voilà quoi. D'autant plus que pour le matin du drame, lorsqu'Odette Bébien est tuée dans son sommeil, Christophe a un alibi en béton. Alors Christophe, il est au lycée toute la matinée, évidemment, il y a des témoins. Il revient à Saint-Andéol au moment de la pause déjeuner pour son rendez-vous avec Vincent Salvador. Or, on sait qu'Odette a été exécutée dans la matinée, donc ça ne colle pas. Il est exclu qu'il soit l'auteur de ces 4 assassinats, car il était présent ailleurs, à au moins 1, voire 2 d'entre eux. Il était vu à l'extérieur, c'est confirmé par d'autres témoignages. Donc, Christophe n'est pas l'assassin de ces 4 personnes. Au terme de ces heures de garde à vue, Christophe est remis en liberté. À sa sortie de la gendarmerie, de nombreux journalistes couvrant l'affaire l'attendent. Tout le monde attendait la sortie, ou qu'est-ce qu'il allait devenir. C'était le suspect numéro 1 à ce moment-là. Entre guillemets, ça se savait, la rumeur elle va très vite. Donc pour couper court à toute rumeur, on l'a emmené chez lui, la presse nous a suivis. Et ostensiblement, je me suis tenu à l'extérieur de manière à ce que la presse me voie, ou le journaliste me voie, en serrant la main à Christophe, en lui disant au revoir, entre guillemets. Donc tout le monde a compris qu'il était hors de cause. Pour maître Frédéric Laliard, les plans du tueur auraient pu être bouleversés par la présence de Christophe sur les lieux du drame. Il aurait pu sauver la vie d'Aline, qui, elle, au moment où Christophe se rend au domicile, n'a pas encore été assassinée, n'est encore pas rentrée du collège, elle n'est pas là. Et Christophe aurait peut-être pu sauver la vie d'Aline s'il était entré. Bien que la garde à vue de Christophe n'ait rien donné de probant, les gendarmes de la section de recherche de Lyon ne désespèrent pas. Il est aux alentours de 21h quand ils font un point sur les investigations.
Reste la question, à qui pouvait profiter ce quadruple meurtre? Qui pouvait avoir intérêt à faire disparaître cette famille normale? On s'est renseigné rapidement s'il y avait un testament. L'héritier, c'était Samantha, donc par association, ça pouvait être un mobile, ouais, effectivement. Jour 4, 59e heure d'enquête. Il est 8 heures. Les gendarmes sont sur la brèche. Après 3 jours d'investigation haletante, ils sont déterminés à approfondir la piste de l'héritage. C'est l'enquêtrice de gendarmerie Evelyne Robert qui est chargée d'aller voir le couple Bruyas à son domicile. Il s'agit d'une petite maison plutôt humble. Et donc Samantha me fait rentrer chez elle. En face de moi, donc, j'ai Samantha, son conjoint, Éric Bruyas. Et là, je suis troublée en fait par Éric Bruyas. Il est d'une froideur extrême. C'est un point qui m'interpelle. Sa froideur, son absence d'émotion ou même de tristesse. Et là, spontanément, Éric Bruyas leur dit qu'il vient d'appeler l'assureur de ses beaux-parents pour savoir quand seront versées les indemnités liées au sinistre, c'est-à-dire l'incendie de la maison de ses beaux-parents. Et à cette occasion-là, Éric Bruyas leur explique que lui s'est occupé de tout l'aspect administratif de la succession, de l'héritage et tout ça. Et en fait, il va s'avérer que, effectivement, il a pris ça en main avec beaucoup de sérieux et de méthode, comme tout ce qu'il fait. À la petite cuillère près, Éric Bruyas va décrire à l'assureur chacune des pièces de la maison de ses beaux-parents, les tiroirs avec les verres, les couverts, les assiettes, pour que ce dernier puisse rapidement évaluer l'indemnisation qui sera celle de Samantha Bébien. Et je trouve ça particulièrement déplacé parce que ses beaux-parents, son beau-frère, sa belle-sœur viennent de décéder. Sa femme est certainement encore sous le choc. Et la première chose à laquelle il pense, c'est l'assureur. L'assureur n'est pas le seul interlocuteur contacté par Éric Bruyas. Les enquêteurs seront également étonnés par la démarche d'Éric Bruyas, qui est celle de se mettre en rapport aussi avec le notaire pour vérifier que son épouse est bien la seule héritière de la succession. Alors pour moi, ça sera un élément perturbant qui vient m'interroger. On a peut-être autre chose à penser que de se rapprocher de sa compagnie d'assurance pour savoir à combien, à quelle hauteur, la seule héritière sera finalement indemnisée. Les démarches auprès du notaire et auprès de l'assureur sont quand même un peu anticipées, à mon sens, dans un but qui semble être celui de récupérer l'argent ou de voir la succession se faire rapidement. Les gendarmes sont stupéfaits. Éric Bruyas semble n'avoir négligé aucun détail. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est qu'ils sont là face à quelque chose d'extrêmement minutieux, préparé, très organisé. Forcément, ça fait écho à ce qui se dégage de la tuerie et ils se disent là qu'il faut creuser. Quel était le mobile pour ce genre d'assassinat? Si ce n'était pas un mobile sexuel, financier, etc., il ne nous reste que l'héritage. Evelyne Robert quitte le domicile des Bruyas en ne laissant rien paraître de ses soupçons. Une chose est sûre, Éric Bruyas fait désormais figure de suspect numéro 1. Jour 4, 65e heure d'enquête. À son retour à la section de recherche de Lyon, Evelyne Robert fait part de son ressenti au reste de l'équipe. Mais pour elle, bien que l'attitude d'Éric Bruyas soit plus que troublante, elle n'imagine pas que Samantha puisse être impliquée dans les meurtres. Samantha pouvait être totalement déconnectée et elle subit. Elle subit le décès, elle subit l'absence et elle subit tout ce qui arrive derrière, c'est-à-dire toutes les interrogations. Donc on peut imaginer que tout le volet administratif puisse lui échapper. La participation de Samantha aux faits paraît d'autant moins crédible que son emploi du temps a été méticuleusement vérifié. Rien n'a conduit les enquêteurs à considérer qu'elle pouvait avoir des choses à cacher, c'est-à-dire que son emploi du temps, il a été reconstitué, confirmé par des gens qui, sur chaque créneau, peuvent dire qu'elle était là où elle dit qu'elle était, ce qui n'est pas du tout le cas d'Éric Bruyas.
Quand on étudie de manière approfondie son emploi du temps, c'est le seul qui n'a pas d'alibi au moment de l'assassinat des 4 membres de cette famille. Je dis bien le seul qu'on connaisse. Voilà un homme qui a un emploi du temps inexistant, laissant à penser qu'il peut avoir été amené à commettre les crimes. À l'issue de ces 4 jours d'enquête, les gendarmes n'ont aucune preuve leur permettant d'incriminer Éric Bruyas. Ils décident donc de passer sa vie au peigne fin. Audition de son entourage, étude de ses comptes en banque. Rien ne doit leur échapper. Ils attendent aussi beaucoup des obsèques de la famille Bébien, durant lesquelles ils vont scruter le comportement de leurs suspects. Mardi 6 juin 1995, jour 8, 157e heure d'enquête. « 10h30 en la petite église de Saint-Andéol-le-Château. Les obsèques de Vincent, Odette, Aline et Vincent Salvador ont lieu sous la surveillance discrète des gendarmes de la section de recherche de Lyon. Et il est toujours intéressant pour des enquêteurs d'assister aux obsèques, mais il est également très intéressant d'avoir des surveillances discrètes avec des photographes de chez nous, plus ou moins planqués, on va dire, pour voir qui est sur les lieux, qui vient, qui rencontre qui, etc. Et puis, c'est là où on voit si quelqu'un a un comportement suspect ou pas. On aura une partie de gendarmes qui seront en tenue pour encadrer les obsèques et pour assurer l'ordre public. Et puis on aura des gens de la brigade de recherche qui seront en civil pour se noyer un petit peu dans la masse et observer les différents comportements des gens qui participent à ces obsèques. Tout le village est réuni dans un cortège qui va les conduire à l'église où les attendent les 4 cercueils. C'est naturellement Samantha et Éric qui prennent la tête de ce cortège. Donc ce cortège avance dans un silence de plomb. Tous les regards des enquêteurs convergent vers Éric Bruyas. Les gendarmes, lorsqu'ils ont filmé les obsèques, ils se sont attardés sur Éric Bruyas parce que son comportement les surprenait. Bon, Éric Bruyas, fidèle à lui-même, hein, très stoïque, on va dire, très froid, très sans affect, encore une fois. Impassible. Il était là comme s'il assistait à une course cycliste. Et c'est interpellatif quand même. On a 4 cercueils. 4 cercueils. Une foule dense. Rien. La platitude. La non-émotion. Lorsque la cérémonie se termine, les gendarmes débriefent. Tous sont unanimes. L'attitude d'Éric Bruyas est plus que troublante. Caractère très froid, très cartésien. Plus le fait effectivement qu'il se renseigne très rapidement, qu'il donne des éléments, l'assurance pour que sa femme ou lui, par fortiori, soit dédommagé très rapidement, ça nous intrigue fortement. Jour 15, 328e heure d'enquête. 13 heures. Depuis maintenant 11 jours, les gendarmes lyonnais travaillent sans relâche sur la piste Éric Bruyas. Et c'est le témoignage d'un voisin et ami du suspect qui va venir apporter un tout nouvel éclairage. Donc son voisin de palier, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a le sentiment que Éric Bruyas travaille comme un fou. Néanmoins, il a eu besoin d'argent pour sa boîte, donc ses beaux-parents lui ont prêté 30 000 francs. Donc en fait, c'est les époux Bébien qui avaient contracté ce crédit de 30 000 francs pour aider leur gendre à monter sa propre société. L'idée, c'était de faire en sorte que le couple puisse avoir suffisamment de ressources pour faire vivre aussi les 3 enfants. Mais depuis quelque temps, le gendre ne parviendrait plus à s'acquitter de sa dette. Il y a eu des versements pour rembourser le crédit en question à la hauteur de 1 500 francs, mais bien évidemment, la totalité n'était pas couverte. Et ce n'est pas tout. Malgré de faibles rentrées d'argent, Éric Bruyas semble avoir des projets bien au-dessus de ses moyens. Il a le projet de s'acheter une Ferrari, il a eu l'occasion un jour d'en essayer une. Donc il a vraiment ça en tête, d'être un gagnant, de réussir, d'être un entrepreneur brillant, ce qu'il est vraiment pas, quoi. Alors,
On entre là dans la fantasmagorie de beaucoup de personnes, et notamment d'Éric Bruyas, tendant à croire que, parce qu'on a effectivement une micro-entreprise, on va devenir l'homme le plus riche de France. Éric Bruyas voulait réussir. Il voulait réussir et gagner beaucoup d'argent. Et effectivement, en gagnant beaucoup d'argent, avoir un train de vie somptuaire. Mais somme toute, sa micro-entreprise était tellement minimaliste qu'on ne voyait pas comment il pouvait effectivement, de façon exponentielle, la faire grandir pour devenir un capitaine d'industrie. Certainement pas. Les histoires d'argent, pour Bruyas, c'est des choses importantes. D'autant plus qu'en cumulant l'héritage laissé par la famille Bébien et le versement de l'assurance habitation, Éric Bruyas pourrait toucher plus de 700 000 francs. Les gendarmes m'ont dit, il y a un truc bizarre chez lui. C'est pas normal. En accord avec le juge d'instruction, nous décidons d'interpeller à leur domicile Éric Bruyas et son épouse Samantha. Si on considère qu'Éric Bruyas est le principal suspect, il peut y avoir des actes de complicité commis par son épouse, et on a besoin d'elle aussi au cours de la garde à vue pour confronter les déclarations futures d'Éric Bruyas avec les siennes et inversement. Jour 16, 347e heure d'enquête. Après plus de 2 semaines d'enquête, les gendarmes disposent de suffisamment d'éléments pour interpeller leur suspect, Éric Bruyas. Son épouse, Samantha Bébien, est également placée en garde à vue. Ils veulent pouvoir les entendre au même moment. Ils ne savent pas à ce moment-là si les deux peuvent être auteurs, s'ils sont complices, et ils veulent les entendre en même temps pour peut-être trouver dans les réponses de chacun des éléments permettant de confondre l'un ou l'autre en utilisant les dires de chacun des deux époux. Je suis présente sur la garde à vue de Samantha. Elle semble toujours un peu à côté, toujours un peu détachée en fait. Pas franchement concernée par le fait qu'on puisse imaginer qu'elle ait pu participer à ce genre de fait. Elle innocente totalement son mari et a dit qu'elle pense qu'il n'est absolument pas du tout coupable et qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Moi, personnellement, avec d'autres collègues, je m'occupe de la garde à vue d'Éric Bruyas. On commence généralement par une audition très très détaillée sur sa vie. Et ensuite, on reprend l'emploi du temps, détaillé, et avec les auditions des personnes qui l'ont vu à ces moments-là, et on essaie de le mettre un peu devant ses contradictions. Mais Éric Bruyas continue de clamer son innocence. Charles Chavant change alors de stratégie. On arrive à une sorte de mur, entre guillemets. On avait son emploi du temps, le fait qu'il n'ait pas d'alibi, son caractère, éventuellement les histoires qui pouvaient intéresser l'héritage, mais ça ne suffisait pas, bien sûr. Pour faire craquer leur suspect, les gendarmes vont utiliser l'un des seuls éléments qu'ils ont, les jerrycans d'essence retrouvés sur la scène de crime. Les enquêteurs vont faire un peu de bluff avec ces restes de jerrycan. Ils vont présenter à Bruyas en garde à vue une photo présentant les restes de jerrycan rouges. Et donc il lui montre une photo avec un morceau de ce jerrycan calciné autour, mais où on voit nettement une partie rouge, enfin qui est intacte en fait. Il se décompose un petit peu. Il reste très maître de lui. C'est surprenant d'ailleurs, hein. Et contre toute attente, Éric Bruyas va alors révéler être le propriétaire de ces jerrycans, utilisés par le meurtrier pour mettre le feu à la maison. Il nous dit en fait, je vais vous dire toute la vérité. Voilà comment ça s'est passé. En fait, je suis revenu après mon travail. Je suis retourné chez mes beaux-parents. J'avais amené 3 bidons d'essence parce qu'on sert d'essence pour nettoyer la chaudière. Donc il arrive à la maison, il frappe, personne. Du coup, il fait le tour par l'arrière. Il voit que la fenêtre de la cuisine n'est pas fermée, donc il décide de rentrer par là et il découvre un massacre. Il réfléchit rapidement, il se dit dans sa tête, il ne faut pas que Samantha voie ça, ça ne sera pas possible pour elle. C'est donc pour préserver son épouse qu'il aurait incendié le pavillon. Donc il nous explique qu'il avait 3 bidons d'essence. Et donc il a déversé l'essence à l'intérieur de la maison, puis il a posé les bidons sur le flanc et ensuite il a procédé à une mise à feu particulière, c'est-à-dire qu'il a utilisé des bougies qu'il a allumées et posées sur ces bidons. J'ai décidé de couper les bougies pour faire du retardement pour pas que j'explose dans la maison. Je mets le feu puis je m'en vais.
Plus troublant, Éric Bruyas déclare alors que c'est son beau-père, Vincent Bébien, qui a tué toute sa famille avant de se suicider. C'est mon beau-père qui a tué tout le monde et qui a mis fin à ses jeunes jours. Et moi, j'ai voulu effacer cette image d'horreur pour que mon épouse ne la voie pas et soit épargnée de cette vision. Les gendarmes lui demandent aussi si il se souvient d'avoir vu une arme auprès du corps de son beau-père. Si son beau-père a tué tout le monde avant de se suicider, vraisemblablement, l'arme aurait dû être à ses côtés. À ces questions-là, Bruyas n'a pas de réponse. Éric Bruyas change alors de version. Il vient chez ses beaux-parents et il tombe sur un homme d'origine nord-africaine qui a visiblement tué tout le monde. Il se bat avec, il réussit à maîtriser cet individu. Je vais exercer des violences à son encontre, il va tomber et perdre connaissance. Il explique ensuite aux enquêteurs qu'il a mis le corps dans le coffre de sa voiture. Il est allé dans un endroit près du Rhône où il a caché le corps sous un buisson. Il lui tire dessus de nombreuses reprises et il dit qu'il jette le corps dans le Rhône. Il jette également l'arme du crime qu'il a récupérée évidemment dans sa lutte. Jour 17, 363e heure d'enquête. Il est plus de minuit. Cela fait 18 heures que Samantha est en garde à vue. Depuis le début, elle est formelle. Il est impossible que son mari soit responsable des meurtres de ses parents, de son frère et de sa sœur. Mais confrontée aux déclarations d'Éric Bruyas, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de voir la vérité en face. Elle va en quelques secondes basculer lorsque les gendarmes vont lui expliquer les versions multiples données par son époux et très rapidement va avoir la conviction qu'il est un menteur et que c'est bien lui qui est l'auteur de ce quadruple assassinat. Donc elle désigne son mari comme étant l'auteur de l'homicide de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur et de l'incendie de la maison. Samantha est effondrée. Son mari, qui était considéré comme le deuxième fils par ses parents, qui l'avait vraiment intégré dans ce cercle familial, tout ça était vraiment idyllique et tout s'effondre pour elle. Selon elle, seul l'argent peut expliquer le terrible passage à l'acte d'Éric Bruyas. D'autant plus que depuis quelques mois, son mari peinait plus que jamais à rembourser le prêt contracté à ses parents. Plus on avance dans cette garde à vue et plus on est intimement persuadé que en fait, le mobile du crime, c'est l'argent. C'est l'argent et c'est le besoin absolu qu'aura Éric Bruyas d'obtenir cet argent. Jeudi 15 juin 1995, jour 17, 373e heure d'enquête. 10 heures à la brigade de gendarmerie de Givors. Il ne reste que peu de temps de garde à vue. Les enquêteurs savent qu'Éric Bruyas n'avouera pas. Ils décident donc d'aller vérifier ses déclarations en emmenant leur suspect sur les berges du Rhône. Là où il aurait laissé le corps du soi-disant meurtrier, ainsi que le fusil 22 long rifle. On est encore sous le régime de la garde à vue. Les gendarmes vont évidemment avec lui à l'endroit qu'il désigne comme étant l'endroit où il a jeté le corps et ce matériel-là. Donc suite à ces déclarations, dans le temps de la garde à vue, on sollicite les plongeurs de la gendarmerie. Donc les plongeurs sont mis sur les lieux. On ne retrouve pas de corps. On ne retrouvera jamais de corps de personne telle qu'il l'a décrit. Les plongeurs découvriront une 22 long rifle à l'endroit même où il nous dit avoir jeté l'arme. 22 long rifle qui semble correspondre en fait à celle utilisée pour tuer les 4 membres de la famille. Mais on ne découvrira pas le corps. L'arme est immédiatement expertisée. Les résultats sont sans appel. Il s'agit bien du fusil qui a été utilisé pour tuer la famille Bébien. Donc ces expertises balistiques déterminent que c'est la même arme qui a tiré toutes ces balles et que les douilles correspondent aux balles qui ont été tirées. Cet ultime élément accable encore davantage Éric Bruyas. Personne ne croit en l'histoire qu'il a racontée. D'autant plus qu'aucun corps n'a été retrouvé sur place.
À l'endroit où il dit avoir criblé le corps de balle, il n'y a aucune trace de ce genre de choses qui est retrouvée par les gendarmes, ni douille, ni trace de quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est bien Bruyas lui-même qui les a amenés jusqu'à l'arme du quadruple assassinat, donc voilà, c'est quand même un élément pesant. Au terme des 48 heures de garde à vue, Éric Bruyas est mis en examen pour assassinat. 17 jours et 11 heures auront été nécessaires aux gendarmes lyonnais pour remonter jusqu'au meurtrier de la famille Bébien. Jamais Éric Bruyas ne s'expliquera sur ce qui l'a poussé à tuer sa belle famille. Mais pour la capitaine Evelyne Robert, le mobile du meurtre est tout trouvé. Donc Éric Bruyas est omnibulé par une seule chose, c'est l'argent. Et le moyen d'obtenir cet argent, il n'y en a pas 36. Ça passe par ces 4 assassinats. Ça passe par les démarches qui vont suivre auprès des assureurs, auprès de l'état civil, auprès du notaire. Toutes ces démarches administratives qui sont nécessaires pour atteindre son but. Bruyas n'a jamais voulu dire quoi que ce soit, mais c'est vrai que le mobile le plus logique, c'est effectivement cet appât du gain. En discutant avec les gendarmes, on s'est dit c'est pas avouable ce qu'il a fait. Un quadruple assassinat de sa belle famille dans la même journée, c'est pas avouable. Et puis il n'allait pas dire aussi que c'était pour l'argent de la famille Bébien. Hein. En 1999, la cour d'assises du Rhône a condamné Éric Bruyas à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le 25 octobre 2021, une suspension de peine lui est accordée en raison de son état de santé préoccupant. Éric Bruyas meurt à 54 ans d'un cancer du poumon, le 12 janvier 2022.